Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le Pentium 4, un processeur qui a maintenant 22 ans. Et il fait suite, logiquement, au Pentium 3. Le processeur Intel Pentium 4, au centre de votre bombe numérique. Le Pentium 3, au fil des évolutions, était de plus en plus puissant. Mais il avait un sérieux problème. En fait, c'était son concurrent, le Athlon de chez AMD. L'Athlon, il était non seulement plus performant quand ils étaient tous les deux à la même fréquence, mais en bonus, il montait plus fort en fréquence. En gros, quand on avait un Pentium 3 à 800 MHz, on avait un Athlon 1 GHz à côté. Intel a repensé le Pentium 3 pour le transformer en Pentium 4 avec une toute nouvelle architecture, l'architecture NetBurst. Cette architecture permettrait et permettra de monter très facilement en fréquence, malgré un système, un principe de gravure équivalent au Pentium 3. En gros, le Pentium 3 était aussi gravé en 180 Nm, mais le Pentium 4, grâce à l'architecture NetBurst, pouvait monter beaucoup plus haut. Et on va voir pourquoi. Et c'était certainement une demande du marketing, puisque comme l'Athlon montait plus fort en fréquence, ils ont voulu un processeur qui monte encore plus haut en fréquence et très facilement. Donc en gros, beaucoup de fréquences, c'est ce qu'ils ont voulu et sorti. Mais le défaut, qu'on verra, c'est que l'IPC n'était pas terrible, l'instruction par cycle. En gros, on peut avoir un processeur à 1 GHz qui soit aussi performant qu'un processeur à 2 GHz qui est 2 fois plus long par cycle d'horloge. Ce qui fait que l'IPC change tout. Donc pour le Pentium 4, je vais présenter donc l'architecture du processeur, les nouveautés par rapport au Pentium 3, et on va s'attarder un peu avec le premier Pentium 4 sorti, le Willamette. D'ailleurs, on notera qu'il a été disponible en 2 sockets différents. En tout premier lieu en 423, puis plus tard en 478. Comment Intel est parvenu à monter aussi fort la fréquence du processeur, imaginons 2 GHz, alors que le Pentium 3, qui était aussi gravé en 180 Nm, lui ne dépassait pas 1 GHz. Donc il y a deux solutions pour augmenter la fréquence. Soit on diminue la gravure, bon là c'est du 180 nanomètres donc. Et si on diminue cette gravure, on peut rapprocher les processeurs, les transistors je veux dire, et plus ils sont près, moins il y a d'interférences et plus on peut monter en fréquence. Et plus aussi le transistor est petit et moins il chauffe. Voilà la solution qu'a sorti Intel pour améliorer la fréquence du processeur. Donc le Pentium 3 utilisait un pipeline à 10 étages. Le Pentium 4, ils ont fait les bourrins, ils sont passés à 20 étages. C'est pour ça que techniquement, elle a pris un sacré ratio de fréquence, quasi x2. Ou même x2, puisque le Pentium 3 est à 1 GHz, et donc le Pentium 4 Willamette, le premier sorti, est sorti à 2 GHz max, entre 1,4 et 2 GHz. Mais pourquoi l'augmentation d'étage du pipeline permet d'augmenter la fréquence? Et là, je vais faire une petite explication très rapide et facile sur le pipeline, mais voilà, même si c'est pas... On va accéder à ça à la cafétéria et pas un processeur, comme ça ce sera plus facile à comprendre. Imaginons que ces 4 étages soient des instructions processeurs, mais là on va le faire à la cafétéria. Donc, une personne arrive, elle prend son plateau repas, elle prend son entrée, son plat, son dessert et s'en va. Si on n'a qu'un étage de pipeline, ça veut dire qu'il n'y a pas de pipeline, en fait, c'est direct. On est obligé d'attendre que la personne qui est arrivée là ait fini
de faire toutes ces instructions, en gros, voilà, plateau, entrée, plat, dessert, et soit parti pour qu'une personne 2 arrive à son tour pour faire plateau, entrée, plat, dessert. Si maintenant on a une pipeline à 4 étages, on découpe la capacité, on découpe la file d'attente en 4 parties, donc on a 4 étages. Et l'avantage, c'est avant, ça prenait 1 seconde pour exécuter les 4 instructions. Maintenant, avec les 4 étages, on peut le faire à 0,2 secondes par étage. En gros, P2 arrive, disons, on dira que c'est l'instruction ou la personne pour la cafette. Et en parallèle, quand la personne 1 avance, elle prend son entrée, son plat, son dessert. Et on peut faire ça pareil avec P3 qui arrive. P3, P3, P3. Et on comprend. Donc, avant, on avait, si imaginons ça que ce soit des secondes, on avait un processeur qui tourne à 1 Hz. En gros, toutes les secondes, il y a une instruction qui est absorbée par le système et qui est calculée et qui est rendue. Grâce à la pipeline, on passe à 0,2 secondes entre chaque instruction. Bien entendu, là c'est le cas théorique, mais en pratique, si par exemple il peut arriver que un des étages soit plus long que les autres. Donc c'est l'étage qui fera référence et qui fera goulot d'étranglement. Et c'est comme ça qu'Intel a monté la fréquence du processeur. Puisque là, on est à 1 Hz. Si on fait toutes les 0,2 secondes, on fait une opération, grâce à la pipeline, on passe en 4x, on quadruple la vitesse. Mais tout n'est pas rose dans la pipeline, puisqu'il y a un problème. Et le problème est le suivant. On a si, imagine, on a une instruction qui c'est I, si I est supérieur à J. Très facile à comprendre, une instruction comme ça. On fait, si I est supérieur à J, on fait l'opération I est égal à I plus 1. Sinon, on fait I est égal à J plus 1. Ok? Le problème, on a notre truc à calculer qui est là. Imaginons qu'il soit là. Il arrive là. Normalement, on devrait directement, quand il arrive là, enchaîner avec soit cette instruction I plus 1, soit J plus 1. Mais le problème, tant qu'on n'a pas calculé ça, I supérieur à J, est-ce que c'est vrai ou faux? On ne peut pas savoir s'il faut faire I plus 1 ou J plus 1. Donc, soit le processeur attend, donc il attend que l'instruction soit arrivée là, finie, pour repartir là, et là il sait que son opération, c'est par exemple celle-là, ou celle-là, et là, il n'y a pas de problème. Mais, on va perdre un cycle complet. Là, on a une pipeline à 4 étages, on ne va pas en perdre aucun divisé par 4, mais c'est pas bien grave. Le Pentium 4, il a 20 étages. On perd les 20 étages, ça veut dire qu'on est obligé d'attendre les 20 étages pour que ça soit fini. Ça veut dire qu'équivalent, si on avait un giga 4, il faut diviser par 20, le processeur, en fait, il n'avance plus. Et à ce niveau-là, avec les 10 étages du Pentium 3, s'il est dans la même solution, même résultat, le Pentium 3, au final, il va aussi vite que le Pentium 4. Le Pentium 3 à 1 GHz va aussi vite que le Pentium 4 à 2 GHz. Donc, la solution trouvée par Intel, voilà, la solution trouvée par Intel, c'est la prédiction des branchements. En gros, le processeur, il va se dire, est-ce que si I est supérieur à J, je peux y donner soit celui-là, ça va être comme un résultat. C'est logique, puisque de toute façon, c'est un ici ou un sinon. Donc il va se dire, bon, on va prendre le premier. C'est au hasard. Donc je vais calculer le premier. Bon, bien sûr, si on arrive à la fin et qu'il continue à calculer son instruction, bien sûr, si on arrive là et que I est supérieur à J, on a gagné.
puisque I était bien supérieur à J, donc c'est bien l'instruction qu'il fallait calculer. Là, c'est tout bénef. Par contre, si c'est le sinon avec le J plus 1, eh ben, il est obligé de détruire tout ça, puis de repartir là, et de faire sa deuxième instruction là. Donc là, on a tout perdu. Mais, grâce à un système qui s'appelle le Branch Target Buffer, il a un cache de 4 kg des précédentes instructions de ce type. C'est-à-dire qu'il sait auparavant s'il y a eu un I supérieur à J et quel était son résultat. Bien sûr, si le contenu a changé, les résultats peuvent avoir changé. Mais grâce donc au branch target buffer, il aura des meilleurs résultats, puisqu'il aura des statistiques sur ce qui s'est passé avant. Donc grâce à ce système, le Pentium 4 a un résultat de prédiction de branchement de, il me semble, 93%. Pour le Pentium 3, il était à 90%. Voilà. Donc, ils ont augmenté légèrement la prédiction des branchements. Ça veut dire que dans 93% des cas, il ne va pas se tromper. Donc, la pipeline ne sera pas avidée et ça sera tout bénef, puisque la pipeline sera au rendement maximum. Bien sûr, dans 7% des cas, il faudra détruire tout, repartir, refaire le calcul, et on perd les 20 étages de la pipeline, donc on perd des performances. Donc un schéma simplifié du processeur, donc on retrouve certains trucs. L'exécution de trace cache, c'est le cache de niveau 1. Il y a eu des optimisations sur ce cache par rapport au Pentium 3, puisqu'il est passé de 14,9 gigaoctets par seconde à 41,7 gigaoctets par seconde, ce qui fait un gros gain de performance du cache. Il enregistre dedans des micro-opérations déjà, des micro-ops déjà pré-calculés en fait. En gros, si par exemple on a une instruction qui arrive, c'est le résultat de l'instruction qui est calculé et c'est les redemander juste après, ou du moins dans une des 20 000 entrées du cache plus tard, mais les redonner en 3 nanosecondes au lieu de refaire toute la pipeline pour recalculer entièrement l'instruction. Donc ça, c'est le trace cache. Le level 2, c'est un level 2 classique sur les datas. Il est de 256 kg sur le Pentium 4. Il est aussi à 41,7 gigaoctets par seconde. Il n'y a pas de jaloux. À noter que il y a une FPU, Floating Point Unit, pour calculer les sphériques flottantes, tout à fait classique, quasi équivalente au Pentium 3, donc là, il n'y a pas d'amélioration. Par contre, il y a 2 unités ALU, Arithmetic Logic Unit, c'est-à-dire ce qui calcule les nombres à 100 virgules, en fait, les entiers. Il y en a 2, et elles ont la particularité d'être doublées en fréquence par rapport au processeur. Donc, si vous avez un processeur qui tourne 1 giga 4, l'ALU, ces petites, les petites unités qui sont là, tourne 2 fois plus vite. Ça veut dire qu'en un cycle d'horloge, chaque ALU peut calculer 2 entiers. Voilà, 2 calculs entiers. Ça veut dire qu'avec 2 ALU, on fait 4 calculs par cycle. Le Pentium 3 disposait déjà des instructions MMX, ajoutées par le Pentium 1, Multimedia Extension, et le Pentium 3 avait ajouté, lui, le SSE1, Streaming Simd Extension. Le SSE1 ajoute 70 nouvelles instructions de haut niveau au processeur, et il est capable d'exécuter 4 instructions par cycle d'horloge, en gros 4 instructions simultanément. Le SSE2, qui a été ajouté au Pentium 4, ajoute, lui, 144 nouvelles instructions par rapport aux 70 déjà existantes des SSE1. Donc l'avantage, vous avez compris que c'est très rapide si on utilise ces instructions-là. Les registres disponibles sont en 128 bits, donc ce qui accélère encore les choses par rapport au SSE1 qui était en 64 bits. Mais l'inconvénient, vous l'avez compris, il faut que le programme soit compilé et développé avec ces instructions-là.
Et pour l'anecdote, depuis Firefox 53 de mémoire, le navigateur oblige d'avoir ces instructions SSE2, sinon il ne fonctionne pas. C'est pour ça que sur de vieux PC, généralement, il faut une vieille version du navigateur, ce qui est de point de vue sécurité un peu pourri. Avec le Pentium 4, Intel a introduit donc une nouvelle plateforme à base de socket 423 et un nouveau Northbridge qu'on voit sur la photo là avec son cœur apparent. D'ailleurs un cœur qui ressemble à celui du Pentium 3. Donc le Pentium 4 donc, est relié au Northbridge Memory Controller Hub sur la photo, donc le fameux i850, avec un bus quad pumped à 100 MHz. En gros, quad c'est pour 4 mots par cycle. En gros, on a 100 MHz équivalent à 400 MHz, ce qui nous fait 3,2 gigaoctets par seconde de bande passante, 3 gigaoctets de bande passante. Avec le Pentium 3, on avait un bus à 133 MHz, mais qui donc débitait logiquement 1 gigaoctet par seconde. Quant à son concurrent, l'Athlon, il avait 2 gigaoctets par seconde. Donc là, on obtient 3 gigaoctets par seconde grâce à ce bus 4 qui quadruple la fréquence de base. Le MCH est relié à la mémoire. Et la mémoire est de nouveau à 3,2 gigaoctets par seconde, ce qui fait, avec le lien avec le processeur, un truc parfait. A noter que cette RAM est de type Rambus, c'est pour ça que c'est RDRAM et de la SDRAM ou de la DDRAM. La SDRAM avait 1 gigaoctet de bande passante environ, là on est à un peu plus de 3 gigaoctets par seconde, on a triplé les performances, mais le problème de la Rambus de l'époque, c'était un truc qui était nouveau, mais le problème c'est que c'était très rare, qu'il y avait des brevets dessus qu'il fallait payer, donc c'était une RAM extrêmement chère. À l'époque, on fait le choix d'utiliser la Rambus, par exemple la Nintendo 64 et la PlayStation 3, qui était un Rambus. Donc Intel a choisi la Rambus pour avoir le maximum de performance. Le problème, c'est que ça fait une plateforme extrêmement chère à la sortie, une plateforme donc nouvelle qui était chère, qui en bonus avait de la RAM qui était très très chère par rapport à de la SDRAM, et certes moins rapide, mais beaucoup moins chère. Et c'est ce qui a valu très rapidement la fin, à moins de 2 ans, du socket 423, où ils ont sorti un nouveau socket 478, avec le même processeur, toujours le Willamette, donc adapté au nouveau processeur avec nouveau socket, mais ce coup-ci compatible SDRAM et un peu après DDRAM. Donc la Rambus n'a pas fait long feu. Donc c'est un truc assez rare. ICH2, donc on le retrouvait sur le Southbridge, on le retrouvait sur le Pentium 3, donc c'est le même, il n'a pas changé. Il gère donc du AC97 6 channels audio, des bus PCI à 133 mégaoctets par seconde, 4 ports USB 1 à 1.1 à 12 mégabits, divisé par 8 pour avoir la bande passante à mégaoctets, donc ça fait pas grand chose, ou à mégabytes, c'est la même chose. Bien sûr l'interconnexion vers le port réseau et 2 ports IDE. Donc il n'y a pas de SATA à l'époque sur ICH2. Peu de temps après, Intel a laissé tomber le socket 423 pour le remplacer par un socket 478. Tout simplement parce que le 423 manquait d'évolutivité et était bloqué sur de la Rambus. Et pour pouvoir vendre et baisser les coûts de la plateforme et faire des évolutions futures pour le processeur, ils ont sorti donc de nouveaux chipsets. Il y a eu pas mal de chipsets au total, là je note les 3 plus connus, mais il y en a eu beaucoup d'autres en socket 478, donc des versions avec des graphiques intégrés. Mais donc, à gauche, ils ont sorti en premier le i845, avec de la SDRAM. La SDRAM, c'est pas très rapide, c'est la RAM de l'époque, à 1 gigaoctet par seconde. Rappelez-vous, la Rambus à 3 gigaoctets par seconde, c'est 3 fois plus rapide. Et donc là, le problème, c'est que le processeur, qui est toujours le même, ils ont juste changé le socket du processeur, donc il n'a pas le même nombre de pattes, mais ça reste le même processeur. Et c'est MCH qui s'occupe donc de la transition vers la nouvelle RAM PC133.
Et bon, le problème, c'est que les perfs s'en ressentent beaucoup parce qu'il manque vraiment de la bande passante pour exploiter les performances de ce processeur Willamette du Pentium 4. Comme la SDRAM manquait de performance et que la DDR1, donc logique puisque c'était l'époque, était disponible, ils ont sorti le i845D qui supporte la RAM DDR. Donc la DDR à 200 a un débit de 1,6 gigaoctets par seconde et la DDR 266, donc qui tourne à 133 MHz, mais comme c'est de la DDR, ça double la vitesse, tourne à 2,1 gigaoctets par seconde. Et là, ce coup-ci, le Pentium 4, on pouvait enfin exploiter le Pentium 4, légèrement moins rapide que la Rambus en débit, mais un peu plus rapide en temps d'accès. Donc au final, ça revenait presque quasi au même et les performances étaient enfin bonnes pour un prix correct. C'est toujours la ICH2 qui opère avec donc ses 4 ports USB 1, son LAN 100 mégabits, ses 2 ports IDE à 100 mégaoctets, le AC97 pour le son et les ports PCI. Et à noter que le lien entre le Northbridge et le Southbridge est de 266 mégaoctets par seconde. À l'époque, on avait accès à la concurrence pour les chipsets, donc il y avait SIS et VIA. Et SIS, par exemple, était à 566 mégaoctets entre les deux puces. Ensuite est arrivé le plus intéressant, le i845PE, donc qui a apporté deux choses. Le support, même trois choses même, le support de la DDR à 333, et ce qui nous fait un débit environ de 2,66 gigaoctets par seconde, donc de nouveau un bon gain. Et surtout le FSB qui supporte plusieurs FSB, parce que notre Willamette est à 400 MHz, certes, mais ensuite est sorti d'autres processeurs que je parlerai dans une prochaine vidéo certainement, comme le Westwood ou le Prescott qui avait un FSB plus rapide, donc plus de bande passante. Exemple, à 733, il monte à 4,2 gigaoctets par seconde de bande passante entre le chipset et le processeur. Et la nouveauté, le ICH4, qui est donc... c'est très proche de l'autre, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence, mais la différence, elle est surtout sur l'USB. On passe de 4 ports USB 1 à 6 ports USB 2, donc rien à voir en performance et c'est beaucoup mieux. Donc c'est pas une grosse différence, mais elle est vraiment sensible. Je vous parle de ce processeur parce que dans une prochaine vidéo, je ferai les tests du Willamette avec un i845PE. Et je termine la vidéo pour montrer une petite carte vidéo sur The Retro Web. La Asus P4PE XTE, qui est donc une carte mère pour socket 478 et qui utilise donc un Intel 845PE comme Southbridge. Là, vous voyez là au milieu avec sous son radiateur il y a le 845PE et le Northbridge le ICH4. Autre particularité non, puisque vous avez vu là comment ça fonctionnait. Donc cette carte mère est équipée de DDR1 et jusqu'à on peut mettre 2 Go de RAM au maximum, c'est-à-dire 2 barrettes de 1 Go ou 3 fois 512. Bref, vous pouvez faire des mélanges, mais voilà, on ne peut pas dépasser 2 Go, c'est la limite imposé par le chipset, sachant que certains chipsets concurrents pouvaient monter plus haut. L'avantage du socket 478 avec ce chipset, c'est qu'il supporte toutes les générations de Pentium 4 socket 418, que ce soit le Willamette, le Northwood qui est sorti après, même les 3 générations de Northwood, et le Intel Prescott. Ensuite est arrivé le socket 775 que l'on connaît sur le Core 2, et qui a débuté aussi sur des Pentium 4, et le 775, la particularité, il supportait le Dual Channel DDR. C'est la grosse nouveauté du chipset. Alors que là, on est en single channel, donc ce qui limite la bande passante totale. A noter tout de même que si on veut mettre des processeurs récents, non, c'est pas récent, mais si on veut mettre un Prescott en 478 sur cette carte mère,
il faut mettre à jour il faut mettre à jour le BIOS en dernière version. Et mise à jour de BIOS là-dessus, c'est un peu pénible parce qu'il n'y a pas d'outil assisté dans le BIOS. Il faut soit modifier un ISO et booter dessus, il faut être un MS-DOS pour pouvoir mettre flashé, soit il faut avoir un lecteur disquette et une disquette. Et les disquettes, ça commence à se faire rare. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle commence à être longue. Et on se retrouve bientôt sur un autre épisode sur le Pentium 4, soit en pratique sur une carte mère et un vrai CPU, soit de la théorie pour continuer sur un Northwood et le Prescott.